Je pense qu'il faudrait appeler cette émission 2 coups de couteau dans le dos de la Russie. Il n'y a jamais eu d'amour entre Bakou et Moscou. Il y avait la sagesse politique d'un petit État à côté d'un voisin agressif. Et le petit État endurait, serrant les dents, souriant, sachant que cela ne durerait qu'un temps. Et voilà, le moment est arrivé. Alors que l'attention du monde entier était tournée vers l'Ukraine, quelque chose de grandiose se déroule au sud de la frontière russe. L'Azerbaïdjan s'est ouvertement rebellé contre Moscou. Tout a commencé l'année dernière, lorsque les forces russes ont abattu un avion civil azerbaïdjanais, faisant des dizaines de morts. Récemment, la situation s'est aggravée. Dans un incident choquant, 2 Azerbaïdjanaises sont morts en détention russe, vraisemblablement après avoir été torturées. C'était le point de non-retour. Mais ces 2 meurtres, celui de dizaines de passagers et de 2 simples citoyens d'origine azerbaïdjanaise à Moscou, ont simplement fait déborder la situation. Et la direction de l'Azerbaïdjan a décidé que le moment était venu et n'a pas arrêté le peuple, furieux des actions des Russes. Mais la tension diplomatique entre la Russie et l'Azerbaïdjan s'intensifie. Ces derniers jours, la Russie a mené une opération policière de grande envergure. Plus de 50 Azerbaïdjanais de souche et citoyens russes d'origine azerbaïdjanaise ont été arrêtés. En réaction, l'Azerbaïdjan a lancé une vaste répression, arrêtant d'importantes personnalités des médias d'État russes et fermant les centres culturels russes dans tout le pays. Mais ce n'est pas tout. Bien que les tensions avec Moscou s'intensifient, Bakou construit discrètement de nouvelles alliances militaires avec Israël, la Turquie et les États-Unis. Et avec leur soutien, l'Azerbaïdjan devient plus fort. Un ensemble intéressant, Israël, la Turquie, les États-Unis. Israël a des problèmes avec Istanbul, et pour Bakou, Erdogan est comme un grand frère attentionné. Néanmoins, à la fois le frère et le juif ont fourni des armes aux Azerbaïdjanais, les ont formés, ont partagé des renseignements dans la lutte contre la Russie. Et Moscou a utilisé les Arméniens comme des chiens de garde. Je comprends que cette définition ne plaira pas aux Arméniens, mais je ne parle pas des Arméniens eux-mêmes. Je parle de la façon dont la partie russe les utilise sans tenir compte de leurs propres besoins, je dirais cela ainsi. Mais aujourd'hui, l'Arménie n'est plus aussi dépendante du Kremlin et commence discrètement à mener sa propre politique au lieu d'exécuter les tâches fixées par les marionnettistes de Moscou. Mais regardons l'histoire récente. En 1991, lorsque l'Union soviétique s'est finalement effondrée, l'Azerbaïdjan est devenu indépendant. Mais l'indépendance ne signifiait pas la stabilité. L'Azerbaïdjan a rapidement été entraîné dans un violent conflit avec l'Arménie au sujet de la région du Haut-Karabakh. Ce territoire était situé en Azerbaïdjan, mais peuplé majoritairement d'Arméniens ethniques. La Russie a immédiatement commencé à attiser le conflit, promettant son aide aux Arméniens en échange de leur loyauté. Peu de temps avant cela, en janvier 1990, dans la nuit du 19 au 20 janvier. Déjà à cette époque, les troupes soviétiques étaient entrées à Bakou pour réprimer les manifestations anti-Karabakh. 175 habitants de Bakou ont été tués, écrasés par des chars, abattus. Ils ont été enterrés dans l'allée des Martyrs à Bakou le 8 mai 1992. Héros de l'Azerbaïdjan, commandant de char Albert Aronovitch Agarounov, juif de nationalité, est mort des mains des Arméniens utilisant des armes russes en défendant les positions de l'Azerbaïdjan. Les musulmans lui ont érigé un monument au centre de Bakou. Le seul monument dédié à un juif dans le monde musulman se trouve à Bakou, sur l'une des places centrales. Tout l'Azerbaïdjan sait que les Juifs des montagnes ont défendu le pays contre les envahisseurs et occupants russes. L'Azerbaïdjan est un pays étonnamment multinational où personne, à part les Arméniens, c'est ainsi que l'histoire l'a voulu aujourd'hui. Et les Russes, d'ailleurs, n'a connu d'hostilité, probablement depuis des siècles. Il y a même une petite Jérusalem dans le Caucase appelée Krasnaya Sloboda. Les Juifs ont commencé à s'installer sur le territoire de l'Azerbaïdjan dès le siècle de notre ère, je pense les siècles de notre ère. Au siècle, plus précisément en 1731, les Perses ont tenté de conquérir le Caucase et de nombreux villages juifs ont été dévastés, détruits.
Khan Hussein a déclaré que les représentants de toutes les communautés juives détruites pouvaient s'installer dans la ville de Gouba. Désolé si je prononce mal. Construire une synagogue à la place de celle détruite formait une communauté. Et ainsi 12 synagogues de Krasnaya Sloboda ont vu le jour. J'y suis allé, je les ai toutes visitées. Elles ne fonctionnent pas à toutes encore, mais certaines sont déjà en activité, d'autres sont en cours de restauration. Si Hussein et son fils Fatali pensaient que les talents naturels des Juifs pour la finance et le commerce aideraient au développement de leur État. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas trompés. Plus tard, déjà au XIXe siècle, des représentants de ces communautés ont déménagé à Bakou et ont développé les liens de Bakou avec le monde extérieur. L'Azerbaïdjan a gagné en confiance en renforçant ses liens avec la Turquie, une puissance régionale et membre de l'OTAN. Il a aussi renforcé sa coopération avec Israël, notamment dans les technologies militaires. De plus, les drones israéliens ont été déterminants dans la victoire de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie en 2020. C'était un moment clé, car cela montrait que Bakou n'avait plus besoin de compter sur les armes russes. Parallèlement, l'influence russe a entamé son déclin. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a détourné l'attention et les ressources du Caucase du Sud, donnant plus de liberté d'action à Bakou. Pendant tout ce temps, l'économie de l'Azerbaïdjan s'est fortement développée ces dernières années, et les chiffres le prouvent. En 2024, le produit intérieur brut a augmenté de 4,6%, et le secteur non pétrolier a progressé de plus de 7%. Cette dynamique se poursuit avec une croissance prévue de 3,5% pour 2025 et un 75 milliards de dollars. L'exportation d'énergie, les routes commerciales et les investissements étrangers propulsent l'Azerbaïdjan vers une nouvelle puissance économique. Vous savez ce que cela signifie? Une dépendance de moins en moins grande envers Moscou. Et le fils de Heydar Aliyev, l'actuel dirigeant du pays, là-bas, ce n'est pas vraiment une démocratie, a décidé que le moment de la séparation était venu. Lui aussi. Et cette fois, le gouvernement a pris des mesures encore plus strictes. Les médias russes ont été fermés, même les journalistes liés à Moscou ont été arrêtés. Selon les rapports, le bureau de Sputnik à Bakou était un centre du service fédéral de sécurité russe. Les écoles russophones et les centres culturels ont été fermés. Même de petits événements comme des soirées de cinéma russe ou des cours de langue ont été annulés, le pays se rapprochant lentement des États-Unis, d'Israël et de la Turquie. Ces pays n'ont pas été choisis au hasard. Leurs objectifs coïncident avec ceux de l'Azerbaïdjan. Ils veulent tous préserver la stabilité dans le Caucase du Sud, contrer l'influence de l'Iran et tirer le meilleur parti du pétrole et du gaz azerbaïdjanais. L'Europe dépend du gaz azerbaïdjanais pour le chauffage et l'industrie, renforçant la position du pays comme jamais auparavant. Les revenus de l'exportation d'énergie soutiennent aussi l'Azerbaïdjan dans d'autres secteurs. Cela améliore et élargit les routes commerciales et renforce l'armée. Avec l'Azerbaïdjan devenu un partenaire énergétique clé pour l'Europe, les discussions portent davantage sur la sécurité et la coopération régionale. L'incident de l'abattage en 2024 a accéléré ces négociations. L'Europe a vu que la Russie n'était plus fiable et s'est tournée vers Bakou. Ce changement a renforcé le poids de l'Azerbaïdjan en Europe et a compliqué la résistance de la Russie. Cependant, l'énergie n'est pas le seul aspect crucial de cette nouvelle alliance. Le soutien militaire est un autre point important à considérer. Israël a été un partenaire clé de l'Azerbaïdjan dans ce secteur. Pendant les guerres du Haut-Karabakh en 2020 et en 2023, l'Azerbaïdjan a utilisé des drones et des armes israéliens pour reprendre des territoires. Ces outils ont procuré à l'Azerbaïdjan un avantage majeur sur le champ de bataille. Suite à l'incident aérien de 2024, les deux pays ont renforcé leur coopération. Ils ont entamé des discussions sur les systèmes de défense aérienne et ont échangé des renseignements. Israël voit l'Azerbaïdjan comme un partenaire clé, notamment en raison de sa frontière avec l'Iran, permettant une surveillance accrue des activités iraniennes. Ce partenariat militaire s'est renforcé avec le temps, marquant peut-être le début du drame pour l'Iran. En juin 2025, Israël a attaqué l'Iran de manière inattendue, frappant plusieurs sites militaires et nucléaires à travers le pays. Les frappes ont été rapides et ciblées, prenant beaucoup de monde par surprise. Mais ce qui a vraiment fait exploser la situation, c'est la question de l'origine de ces attaques. L'Iran estime qu'Israël a utilisé le territoire ou l'espace aérien de l'Azerbaïdjan pour mener l'opération. Cette déclaration a immédiatement accru la tension entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Durant l'attaque, les résidents du nord de l'Iran, surtout près de la frontière avec l'Azerbaïdjan, ont rapporté avoir vu des drones et entendu des avions dans le ciel. Certains ont même déclaré avoir vu des drones arriver depuis la direction de l'Azerbaïdjan.
Simultanément, les habitants de Nakhichevan, une enclave azerbaïdjanaise, ont aussi rapporté une activité aérienne inhabituelle. L'Iran a accusé Bakou d'avoir permis à Israël d'utiliser son territoire ou son espace aérien pour mener des frappes. Les dirigeants iraniens ont exigé des explications de l'Azerbaïdjan et l'ont accusé d'aider Israël suite aux événements récents. Le président iranien a contacté son homologue azerbaïdjanais pour obtenir des explications. Le ministère des Affaires étrangères iranien a averti publiquement qu'il ne tolérerait aucune coopération entre Bakou et Tel Aviv, menaçant la sécurité de l'Iran. Cependant, l'Azerbaïdjan a démenti toutes les accusations, les qualifiant de fausses et niant tout lien avec les attaques. Cependant, le moment choisi et les informations sur le terrain ont éveillé une grande méfiance de l'Iran. N'aurait aucun doute qu'Azerbaïdjan a aidé Israël, tout comme Israël a aidé Aliyev à s'emparer du Haut-Karabakh. La Turquie n'était pas contre, les États-Unis n'étaient pas contre, et Bakou avait déjà choisi ses amis, ce qui signifie que les positions étaient au clair et la Russie a perdu un autre ancien allié. Au fait, je dois vous dire que l'Azerbaïdjan est l'un des pays les plus tolérants au monde, à mon avis. En 2013, j'ai été invité en tant qu'observateur à l'élection présidentielle d'Azerbaïdjan. Et Ilham Aliyev a obtenu, lors de cette élection anticipée, je crois, 86% des voix. Et nous, les observateurs, n'avons constaté aucune irrégularité là-bas. C'est-à-dire que, bien sûr, 86% peuvent certainement susciter certaines réflexions. Mais aussi sur autre chose. Nous nous sommes retrouvés dans la mosquée des Shahids, des martyrs. Shahid signifie martyr, construite au bord de la mer sur une colline à Bakou. À la mosquée mène cette même allée des martyrs dont je vous ai déjà parlé. À Bakou, il y a beaucoup de sunnites et de chiites, et les morts étaient à la fois des uns et des autres. Et c'est le seul endroit au monde que je connaisse où la mosquée est utilisée un jour par les chiites et un autre jour par les sunnites. Et pendant les fêtes, bien sûr, les fêtes musulmanes, comme vous pouvez l'imaginer, c'est cette même mosquée. Elle est utilisée toutes les 2 heures, si je ne me trompe pas, ou peut-être même chaque heure. Je pense que c'est 2 heures pour les uns, 2 heures pour les autres, 2 heures pour les uns, 2 heures pour les autres. Il y a encore un autre endroit dans le monde, je crois, une mosquée au sommet du mont Sinaï, à côté de la chapelle orthodoxe de la Sainte Trinité, où l'on prie ensemble ou à tour de rôle. Peut-être s'agit-il simplement des représentants de toutes les confessions islamiques. Même si l'Azerbaïdjan a nié avoir aidé Israël, il n'a pas non plus critiqué l'attaque. Ce silence en disait long à l'Iran. Cela a amené Téhéran à penser que Bakou soutenait discrètement les actions d'Israël, même s'il ne l'admettait pas ouvertement. La situation devient dangereuse. L'Iran considère maintenant l'Azerbaïdjan non seulement comme un voisin, mais aussi comme une menace potentielle. La Russie considère l'Azerbaïdjan comme un ennemi, et l'Iran voit l'Azerbaïdjan comme une menace, et même une menace active. Et ils ont raison, Aliyev a fait son choix, l'Occident et le peuple le soutiennent sa stratégie. L'Azerbaïdjan a attendu que la Russie n'ait plus la force de s'occuper du Caucase, puis il a frappé. Avant, on appelait ça un coup de couteau dans le dos, maintenant on appelle ça de la diplomatie. Et maintenant, parlons d'un autre couteau. La guerre. L'Iran a la capacité de paralyser totalement la Russie. Il y a plusieurs aspects de ce conflit qui menacent directement la position de la Russie sur la scène mondiale, que ce soit économiquement, géopolitiquement, militairement et même démographiquement. De plus, l'implication accrue des États-Unis, le président Donald Trump ayant pratiquement déclaré la guerre à l'Iran, signifie que la Russie se trouve désormais dans une position plus précaire que jamais. Examinons quelques-uns des aspects les plus critiques que la machine militaire russe pourrait perdre en raison des bombardements continus de l'Iran. Sans surprise, l'Iran était un fournisseur stable de drones pour la Russie. Dès que l'Ukraine a repoussé l'invasion initiale, dans les premières semaines après l'attaque contre Kiev, la guerre est devenue une guerre d'usure. La Russie était plus que prête à jeter des hommes et son vieux matériel dans le feu en espérant le meilleur. Mais les drones se sont avérés plus efficaces dans cette tâche. Les capacités de la Russie en matière de drones étaient dérisoires face à la flotte ukrainienne en expansion. Moscou perdait des missiles conventionnels et des armes de haute précision à un rythme inacceptable. Cela a conduit les drones à devenir l'un des principaux produits d'exportation de l'Iran. Plongeons dans les chiffres. Entre septembre 2022 et septembre 2024, la Russie a lancé plus de 8000 drones Shahed iraniens contre des cibles ukrainiennes.
Ces mobylettes volantes, comme les Ukrainiens les nomment, sont désormais le fondement de la campagne de terreur russe ciblant les civils et infrastructures d'Ukraine. L'Iran a initialement fourni à la Russie jusqu'à 3000 drones, principalement du modèle Shahed. Le Shahed 136 coûte environ de 20 à 50 000 $ chacun, ce qui est nettement moins cher comparé aux centaines de milliers de dollars nécessaires pour chaque missile d'interception utilisé par l'Ukraine pour les abattre. Premièrement, l'Iran envoyait des drones. Deuxièmement, l'Iran a construit une usine au Tatarstan, il me semble, à Yelabuga, si je ne me trompe pas, où des ingénieurs iraniens produisent des équivalents des drones Shahed. Mais pour une raison quelconque, les ingénieurs russes ne parviennent pas encore à remplacer les Iraniens. L'Iran ne peut plus se permettre d'exporter des drones Shahed vers la Russie avec les F-35 israéliens et les bombardiers furtifs américains visant les usines iraniennes de production de drones. Téhéran a désespérément besoin de chaque drone pour sa défense ou son intimidation. Israël bombarde les usines de drones non seulement pour protéger son territoire, mais aussi pour soutenir l'Ukraine. En même temps, Israël a prouvé que la défense anti-aérienne russe ne voit pas et ne peut pas, disons, empêcher les bombardements des territoires de protégés, c'est-à-dire des dizaines de milliards de dollars dépensés en vain par l'Iran. Et le monde entier voit que la Russie s'est engagée à protéger. Mais en réalité, elle n'a jamais testé. C'est-à-dire qu'elle a menti en disant qu'elle avait testé ces systèmes contre des avions et des missiles israéliens et américains. Elle a tout simplement menti effrontément. Mais pour eux, ce n'est pas une nouveauté. Et maintenant, elle récolte les fruits de ces mensonges et d'autres encore. L'Inde, apparemment, ne veut plus d'armes russes et le Vietnam était déjà clairement passé du côté des États-Unis. L'Iran ne pourra pas et ne voudra pas vraiment passer de nouvelles commandes. Mais alors, qu'y reste-t-il ? Continuer à soutenir l'Iran et risquer de mécontenter la Chine, ou abandonner son allié du Moyen-Orient et accepter le rôle de partenaire junior de la Chine. Les jours où la Russie pouvait se présenter comme un adversaire idéologique direct de l'OTAN et de l'Europe sont comptés. La raison pour laquelle la Chine tient à entretenir de bonnes relations avec le Moyen-Orient, c'est que cette région possède ce dont la Chine a besoin, le pétrole et le gaz. Ici, la Russie est un concurrent sérieux et peut obtenir quelque chose, mais cela ne suffit pas pour avoir de l'importance à long terme. Le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz lui confère une influence disproportionnée sur le commerce mondial et la géopolitique par rapport à sa taille et à ses capacités militaires. En 2024, le flux de pétrole à travers le détroit s'élevait en moyenne à 20 millions de barils par jour, ce qui équivaut à environ 20% de la consommation mondiale de liquide pétrolier. À première vue, toute interruption de cette voie navigable vitale devrait profiter à la Russie en tant qu'exportateur de pétrole. Si l'Iran essaie de bloquer ou perturber significativement le trafic par ce détroit clé, les prix du pétrole pourraient s'envoler au-dessus de $100 le baril, atteignant peut-être des sommets historiques proches de $150, comme cela s'est produit en 2008. Des prix du pétrole plus élevés devraient théoriquement augmenter les revenus du trésor militaire russe, mais la réalité est bien plus complexe. Bien que la Russie puisse exporter du pétrole, c'est la Chine qui soutient le commerce entre le Moyen-Orient via le détroit d'Ormuz, aux côtés d'autres membres des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud comme l'Inde. De plus, la Corée du Sud et le Japon, alliés historiques des États-Unis avec des accords de défense, dépendent aussi des approvisionnements de la péninsule de Saravi. En 2024, près de 20% du commerce mondial de gaz naturel liquéfié passait par le détroit d'Ormuz, surtout en provenance du Qatar. Lorsque l'Europe a coupé les livraisons de gaz russe par gazoduc, elle a commencé à utiliser le Qatar comme l'un de ses principaux fournisseurs. C'est là que se trouve le pire scénario pour Poutine. Si la Russie et le Moyen-Orient sont coupés du commerce pétrolier et gazier mondial légal, les grandes économies chercheront d'autres sources d'approvisionnement. Des pays comme le Canada, le Brésil et la Norvège sont de grands exportateurs de pétrole qui ne sont pas impliqués dans des guerres internationales ou des conflits géopolitiques. Ils peuvent se positionner comme des alternatives beaucoup plus attrayantes au pétrole russe sur le marché mondial. Alors que la Russie est confrontée à un réseau de sanctions de plus en plus complexe, à des flottes fantômes et à l'isolement international, ces pays peuvent offrir des approvisionnements énergétiques stables et non sanctionnés aux marchés mondiaux inquiets. Le ministère des Finances de la Russie a déjà revu à la baisse ses prévisions de revenus pétroliers et gaziers pour 2025 à 8,32 trillions de roubles, ce qui équivaut à 101,47 milliards de dollars ou 3,7% du produit intérieur brut contre 10 ou 94 trillions de roubles.
$139 milliards ou 5,5% du produit intérieur brut en raison de la baisse des prix du pétrole et de la diminution de la demande. La crise autour de l'Iran menace d'accélérer cette tendance. Si les acheteurs mondiaux commencent à chercher des alternatives stables au pétrole iranien comme au pétrole russe, la Russie se retrouvera dans la pire position. Elle a des coûts de production plus élevés en raison des sanctions et de l'isolement international, et son accès au marché ne cesse de se réduire car les acheteurs préfèrent des fournisseurs plus fiables. La Chine, le plus grand client énergétique de la Russie, profite déjà de cet avantage pour obtenir des réductions importantes sur le pétrole de Moscou. La capacité de la Russie à maintenir ses revenus pétroliers malgré les sanctions dépend presque entièrement de ce qu'on appelle la flotte fantôme. Il s'agit d'une immense armada de vieux pétroliers, souvent hors d'usage, qui transportent le pétrole russe sous pavillon étranger afin d'éviter d'être repérés. L'envergure de cette opération est ahurissante. Selon certaines estimations, entre 350 et 600 navires russes de l'ombre sont utilisés pour transporter du pétrole brut, ce qui représente près d'un cinquième de la flotte mondiale dédiée au transport maritime de pétrole brut. La flotte de l'ombre menace l'Union européenne car certains pays paient le plus cher pour le pétrole russe en contournant les sanctions que ce qu'ils donnent à l'Ukraine. Ce n'est pas seulement un contournement des sanctions, c'est le fondement de l'économie de guerre russe. Sans la flotte de l'ombre, Moscou aurait perdu plus de 75% de ses capacités d'exportation maritime de pétrole, affectant directement sa capacité à financer les opérations militaires. J'ai montré cette vidéo aussi longtemps pour que vous entendiez ces mots. La Russie transporte son pétrole sur la flotte de l'ombre, c'est-à-dire sur des navires enregistrés dans d'autres pays. Si l'on arrêtait cette flotte illégale de pétroliers, contraire aux accords internationaux qui transportent le pétrole de la Russie vers l'Asie, alors la Russie n'aurait plus d'argent ni pour la guerre, ni, en fin de compte, même pour la paix. L'Europe a décidé de commencer à surveiller et stopper ces navires. Théoriquement, ils l'ont toujours fait, mais maintenant ils ont décidé de le faire concrètement. Voilà ce que deux petits États, deux petits pays avec leurs moyens limités ont accompli. Voilà ce qu'on peut accomplir quand on mène une politique juste et qu'on calcule correctement son coût. Le conflit entre l'Iran et Israël transforme cet atout en un fardeau catastrophique. Alors que les tensions s'aggravent au Moyen-Orient, les marines américaines et européennes pourraient intensifier la surveillance et les interceptions dans la région. Les mêmes eaux que la flotte fantôme utilise pour transporter le pétrole russe vers les marchés asiatiques pourraient devenir un terrain de chasse pour les flottes occidentales cherchant à empêcher les attaques iraniennes contre la navigation. Les sanctions de l'Union européenne interdisent de plus en plus aux navires suspects de la flotte fantôme d'accéder aux ports européens. Le Danemark, la Suède, la Pologne, la Finlande, l'Estonie et le Royaume-Uni vérifient que les certificats d'assurance des pétroliers sur les routes empruntées par la flotte fantôme. La crise iranienne justifie l'expansion rapide de ces opérations. Les navires de la flotte fantôme dépendent du fait de rester hors de vue, d'opérer dans les eaux internationales avec un contrôle minimal et de maintenir une négation plausible de l'origine de leur cargaison. Mais la guerre dans le Golfe Persique, l'un des centres clés du commerce maritime du pétrole, signifie que les navires deviendront une ressource encore plus précieuse, étant sous surveillance satellitaire et soumis à des protocoles d'interception stricts visant à empêcher l'importation ou l'exportation de fournitures militaires iraniennes ou d'attaques terroristes. Cela signifie que la pression sur les vieux navires russes ne fait qu'augmenter à chaque nouvelle frappe d'Israël et de l'Iran. De nombreux navires naviguent déjà à la limite de leur navigabilité. Ce sont de vieux pétroliers mal entretenus avec peu d'équipements de sécurité et les équipages acceptent de travailler illégalement contre de l'argent liquide. En temps de guerre, alors que les flottes occidentales traquent activement les menaces potentielles, ces navires deviennent des cibles faciles. Leur statut illégal les empêche de demander une protection navale, de solliciter de l'aide en eau internationale et d'accéder à la plupart des ports régionaux pour se ravitailler ou effectuer des réparations. Étant donné que nous observons déjà un déclin dans le commerce pétrolier russe, cela pourrait être le dernier clou dans le cercueil. La Russie a augmenté ses dépenses publiques pour la défense nationale à environ 6,3% du produit intérieur brut, le niveau le plus élevé depuis la guerre froide. Cette économie de guerre siphonne pratiquement tous les autres secteurs pour alimenter le complexe militaro-industriel. Cependant, elle repose également sur deux hypothèses clés que le conflit avec l'Iran détruit complètement. La première, c'est que l'Europe restera dépendante des exportations énergétiques russes. La seconde, c'est que la Russie peut continuer à utiliser les menaces nucléaires et le chantage énergétique pour contrôler la réaction de l'Europe à la guerre en Ukraine. Ces deux hypothèses sont désormais clairement fausses.
Les importations de gaz en provenance de Russie vers l'Europe sont passées de 40% en 2021 à seulement 11% en 2024. L'Union européenne prévoit de stopper totalement les importations de gaz russe d'ici 2027. Plus important encore, l'Europe a réussi à surmonter plusieurs crises énergétiques et a prouvé qu'elle pouvait fonctionner sans l'énergie russe lorsque cela est nécessaire. Étant donné que les fournisseurs d'énergie du Moyen-Orient peuvent désormais eux aussi devenir peu fiables, les pays européens doublent leurs investissements dans les énergies renouvelables et dans des chaînes d'approvisionnement diversifiées, excluant à la fois les ressources russes et iraniennes. Par exemple, l'Allemagne envisage de relancer ses réacteurs nucléaires, bien qu'elle les ait fermés en 2023, conséquence indirecte des catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. Mais la conséquence la plus dévastatrice de la guerre avec l'Iran pour la Russie n'est ni économique ni militaire. Il s'agit de l'aspect psychologique. Les pays européens sont de plus en plus déçus par la possibilité d'atteindre la paix par les seuls moyens économiques et militaires. De soutien. La défense? Les dons de l'OTAN à l'Ukraine ont empêché une victoire russe, mais n'ont pas encore mené à sa défaite. Cependant, dans les premières heures du conflit Iran-Israël, les États-Unis ont surpris en prenant l'initiative de détruire des sites suspects d'enrichissement d'uranium. Ce qui peut signifier que l'Europe deviendra elle aussi plus résolue. Peut-être que cela ne se fera pas par des actions militaires directes. Ces derniers mois, les grandes économies européennes ont revu à la hausse leur budget militaire et se sont préparées à agir indépendamment des États-Unis sur les enjeux géopolitiques mondiaux. C'est le pire cauchemar de Poutine. L'Europe a surmonté sa dépendance énergétique à la Russie, prouvant sa résilience au choc économique et sa volonté politique de prendre des mesures strictes pour forcer la Russie à faire des concessions en Ukraine. La guerre en Iran entrave non seulement la machine militaire russe, mais prive aussi totalement Poutine de la capacité de continuer le conflit en Ukraine. Et quand cela arrivera-t-il? Le dirigeant russe, qui dirigeait autrefois l'un des plus grands empires énergétiques du monde, se retrouvera à la tête d'un État isolé, économiquement ruiné, qui n'est plus capable de projeter sa puissance au-delà de ses frontières. Alors, messieurs, les conclusions. D'ici 2027, l'Europe cessera d'acheter du gaz russe. C'est formidable. Les pays de l'OTAN commencent un réarmement d'1 trillion et l'entraînement des militaires. Et, en conséquence, sous la direction des États-Unis, ils rendront l'esprit combatif et les capacités à l'Europe. L'Iran, d'un fournisseur d'armes, est devenu lui-même un pays dans le besoin. La Chine ne veut pas arrêter les livraisons en provenance de Téhéran. L'Europe commence la traque des transports illégaux de pétrole. Les sources d'argent en Russie s'épuisent. D'anciens satellites se détachent de la Russie. Ce n'est pas encore la fin, bien sûr, messieurs, mais c'est le signe avant-coureur de changements importants qui se produisent dans le monde. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Des ânes. Oui, non, idiot, des ânes, idiot. Des ânes, des idiots, des ânes et des idiots. Oui, regardez 2 ânes. Regardez 2. ânes. Non, ce n'est pas ça. Derrière vous. Derrière vous pèse. Derrière vous pèsent 2 ânes et 2 idiots. Je veux aussi vous montrer 2 ânes ou 2 moutons, mais l'un d'eux n'est pas un mouton, c'est un taureau. Avez-vous compris quelque chose? Bonjour les amis, Alexandre Demchenko vous salue. Vous êtes sur YouTube et Dimitri Gordon est l'invité. Il a quelque chose d'important à dire. Aujourd'hui, nous conversons avec mon cher Dimitri Lvovitch Bykov. Dimitri Lvovitch, bonjour, ravi de vous voir. Eh bien, maintenant, un ânet et un Bykov se sont retrouvés. Et tout de suite, ça commence à parler d'ânerie, ou plutôt de chèvrerie, ou même de bêtises de taureau. Ce message ne s'adressait pas vraiment aux habitants de Kiev, avec qui il n'y a plus rien à faire. Pour la fête de l'indépendance américaine, ils ont fait comme un feu d'artifice pour féliciter Donald Trump. Ce feu d'artifice, ce bombardement, n'était pas destiné aux habitants de Kiev. On ne peut déjà plus rien faire pour eux. Quelle pureté et quelle clarté dans le discours, tout est compréhensible. Cela disent, discours clair, esprit clair. Il s'est avéré que cela était adressé au président des États-Unis. Ils ont décidé de le féliciter pour la fête de l'indépendance des États-Unis. Oui, j'étais presque perdu. Ce bombardement était un cadeau pour l'Amérique à l'occasion de la fête de l'indépendance.
Le fait est que Dmitri Bykov n'est pas devenu fou. Ne vous méprenez pas, non, il n'a jamais eu d'esprit. Du talent, il en avait, oui. Peut-être qu'il en a encore, d'ailleurs. Mais pour ce qui est de l'esprit, ça a toujours été comme ça. Lvovitch tendu Pamiromitch Nidanchenko. Ou, dans le langage populaire, Zilbergrud, il me semble. En fait, c'est amusant de voir comment Dima Zilbergrud se cache sous le nom de famille Bykov. Heureusement, ce n'est pas Bitchkov, mais un autre bouc qui porte le même prénom que moi. Weinstein fait semblant d'être Garry Kaspar. Heureusement, on ne les voit pas comme des juifs. Parce que certaines tâches, comme celles de merde ou d'urine, sont difficiles à enlever. Et pour Thanksgiving, comme pour le jour de l'indépendance, les Américains sont toujours euphoriques. Mais aujourd'hui, l'ambiance n'est pas très festive pour 3 raisons. Premièrement, une grande partie du pays n'a pas besoin de faire semblant que la secte Trump est si inébranlable, si invulnérable. Une grande partie du pays est déçue par son choix, en a peur, craint les conséquences de ce choix et parle sérieusement de la possibilité d'une scission civile et non d'une guerre. Eh bien, vous savez, cela a coïncidé avec l'adoption d'une grande et belle loi qui effraie à peu près la moitié de l'Amérique. Sauvage, je dois m'arrêter là. Nous savons que dit Malgounitchka, eh bien, nous le savons, oui. Mais à ce point-là... Les démocrates se sont réveillés ce matin furieux après que leur bien-aimé Cable News Network a détruit leur vision du monde illusoire et fragile. Cable News Network a apporté aux démocrates plusieurs nouvelles extrêmement désagréables lorsqu'ils ont dû, en direct et en se basant sur leurs propres sondages, admettre que Donald Trump est le président républicain le plus populaire de l'histoire. Mais vous allez demander, qui est-ce ? Pourquoi devriez-vous croire un certain Brandon Lachman plutôt que des Bykov ? Et voici pourquoi. Vous n'avez pas mal entendu ? Ils doivent également admettre que l'économie de Donald Trump, malgré les déclarations des soi-disant experts, est tout simplement en plein essor. Les rapports sur l'emploi de juin ont encore surpassé les prévisions, comme chaque mois sous la présidence de Donald Trump. Les revenus douaniers augmentent, l'inflation baisse. Et nous savons que les démocrates détestent les faits objectifs, détestent la vérité. Donc cela ne changera pas grand-chose. Ils continueront à vivre dans leur bulle anti-Trump. Mais pour l'instant, les données sont incontestables. Trump 2, 0, c'est un énorme succès. Je veux dire, n'importe quel politicien aimerait voir ce chiffre ici, surtout s'il était en train d'augmenter. Et en comparaison avec les autres présidents républicains ? Ouais, c'est un événement historique. C'est un événement historique. De quoi parlons-nous ici? Alors pourquoi ne pas jeter un coup d'œil en arrière? Nous avons tous les présidents républicains des 35 à 37 dernières années. De quoi s'agit-il? Le Parti républicain approuve fermement cette décision depuis 5 mois. Regardez ça. George Bush, Bush père, 41 à 46%. J'explique. La comparaison se fait à ce jour, 5 mois après l'investiture des présidents, et il s'agit de la popularité des présidents à cette date. Bush, 43-59. Vous voyez Trump, Bush, 43-59. Trump, premier mandat, 53-63%. Il dépasse tous les autres républicains. En remontant jusqu'à Reagan, Donald Trump surpasse Ronald Reagan sur cet indicateur. J'approuve totalement. Dans 5 mois. Bien sûr, Reagan a eu un pic de popularité après l'attentat contre lui. Donc, l'essentiel, c'est que Donald Trump est en train de faire l'histoire parmi la base républicaine. Il est plus aimé par cette base républicaine que n'importe quelle base républicaine n'a jamais aimé un président républicain. 5 mois après le début de son mandat, c'est vraiment un moment historique. Ces sondages sont importants pour 2 raisons. D'abord, ils énervent les démocrates en détruisant complètement leur vision du monde. À propos du fait que tous ces républicains regrettent leur vote, que ce n'est pas ce pourquoi ils ont voté, qu'ils ont été trompés et induits en erreur par Donald Trump. Nous savions tous que cette thèse n'était qu'une immense autosatisfaction. C'est-à-dire, devons-nous vraiment croire que les gens qui s'éloignent des membres de leur famille ayant voté pour Donald Trump, qui traitent tous ceux qui ont voté pour Trump de nazis, de fascistes, de racistes, de misogynes,
se retrouvent soudainement si proches des partisans de Trump qu'ils reçoivent d'eux tous ces retours honnêtes sur leurs regrets concernant leur choix. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter la réalité et inventent un scénario imaginaire dans lequel ils sont les justes. Ils font toujours ça. C'est un mensonge ce qu'ils font en réalité tout le temps. C'est-à-dire, Dimitri Lvovitch, nous n'attendions rien d'autre de votre part. Vous êtes resté un menteur comme vous l'avez toujours été. Comme j'étais, j'ai chanté sans aucune oreille musicale, je suis resté le même. Je disais que tous ceux qui sont venus en Amérique étaient dits des idiots. Bykov les qualifiait d'idiots, de crétins, d'émigrés et de salauds puants. Dès que quelqu'un pouvait aller dans un trou perdu ou un coin paumé, il s'y précipitait aussitôt. L'Amérique a toujours été fière, et Dieu sait qu'elle en avait raison, fière de son statut de leader mondial. Et aujourd'hui, il s'avère qu'il existe dans le monde des forces prêtes à tout simplement l'ignorer. Antoine a offert à Cléopâtre, à 48 ans, le pouvoir sur le monde entier. Oui, vous comprenez, dans ce cas... Dans ce cas, Antoine a offert à Cléopâtre un serpent, Antoine a offert à Cléopâtre le suicide. Au fond, il ne reste rien d'autre qu'un beau suicide dans cette situation, il ne reste qu'à mourir dignement. Et je commence à penser que les seuls pays qui sont habitués à vivre en mode de bombardement continu, ce sont l'Ukraine et Israël. C'est cette future élite nationale qui décidera du destin du monde. Ce sont des gens qui n'ont plus peur de mourir. L'Ukraine et Israël vont déterminer le destin du monde parce qu'ils sont bombardés. Logique implacable. Fait, l'Ukraine est bombardée. Conclusion, elle va déterminer le destin du monde. Au fait, la Somalie est aussi bombardée. On vient de bombarder le Rwanda, mais Donald Trump a arrêté cela. En République démocratique Congo et au Rwanda, les gens sont légèrement plus intelligents, selon Alexandra Demchenko et son camarade. Je ne sais pas. D'ailleurs, de nombreux Israéliens, partisans de Trump, ont commencé à ouvrir les yeux très rapidement. Une femme a écrit ce matin « Nous avons vécu ainsi pendant 2 semaines et l'Ukraine vit cela depuis 4 ans. Les gens commencent à comprendre. En réalité, ils ont toujours vécu sous les bombardements, tantôt des Houthis, tantôt depuis Gaza, sans jamais connaître la paix. » Je me souviens bien comment Dimitri Bykov disait avec l'Otriad Mobilny Osobogo Naznachenia, Israël n'a pas le droit d'exister. Et puis je me regarde dans le miroir et il me semble que j'ai dit baptisé orthodoxe. Mais dans le miroir, je vois un youpin. Peut-être bien, j'ai dit un juif, ou peut-être un youpin. Je pense que c'était insupportable pour Dimitri Lvovitch Zilbertrud de voir cela dans son propre miroir. Oh, quel cauchemar, une gueule de youpin ou de mordveux, qu'importe. Donc, imaginez, être à la fois antisémite et avoir une gueule de youpin, c'est-à-dire une gueule de mordveux, c'est horrible. Et en plus, Desparbet disait qu'il ne laisse sa semence que dans le sein des femmes slaves, parce qu'il n'aime pas la laisser dans le sein des femmes juives. J'espère avoir cité le texte assez fidèlement. Mais si jamais, en préparant cette vidéo, je retrouve le texte exact, je vous le lirai. En ce qui concerne le jour de l'indépendance, il me semble que jamais auparavant, dans toute son histoire, l'Amérique n'a été confrontée à une menace d'une telle ampleur et une telle honte, n'est-ce pas? Oh, Demchenko a aboyé aussi. Beauté notre chère, intelligente et cultivée. Mais c'est moi pour ne pas dire le mot salaud, bien sûr. Créateur vient de créer et salaud vient de salaud. Voici une question intéressante de Gundev Jr. Et Poutine a déboutonné son pantalon devant Trump. Il l'a déjà secoué. Bon, maintenant... Il agite, bien sûr. Ce qui se passe en ce moment, c'est que la Russie ne reculera devant aucun de ses objectifs. Vous comprenez sans doute, Donald Trump a aussi dû traverser une certaine angoisse existentielle s'il a dit « je n'ai fait aucun progrès ». Il a toujours dit « je suis le meilleur négociateur et un diplomate parfait ». Génial. Je planifie à ma façon, tout était super, mais rien n'a été accompli. Eh bien, le concept a changé, j'ai tout raté, excusez-moi, ce n'est pas très agréable. C'est pourquoi je pense que la conversation avec Zelensky s'est déroulée dans des tons plus respectueux,
que dans le bureau ovale. Oui, oui. Eh bien, justement, à propos d'elle, Dmitry Lvovitch, écoutez, ils ont dit l'essentiel, ce dont Poutine et Trump sont convenus. Vous parlez aussi d'eux de façon quelque peu déplacée, n'est-ce pas? Ils sont convenus d'échanger des films sur les valeurs traditionnelles de la Russie et de l'Amérique. Je leur proposerai de regarder Le secret de Brokeback Mountain dans cette salle. C'est un excellent film. Justement, c'est un port gay. Ils ont un port gay. Intolérance, oui, l'amitié de deux hommes forts. Et vous savez que le meilleur cadeau, c'est un livre, comme celui-ci et comme celui-là. Et comme celui-là et encore beaucoup de mes différents livres avec une dédicace. Vous pouvez tous les acheter dans la boutique officielle de mes produits dérivés, Gordon Shop. Et là-bas, vous pouvez aussi acheter ce genre de café, ce genre de coussin et encore beaucoup d'autres choses. Et voilà que l'hôte du chaos est arrivé en trombe et a annoncé que le meilleur cadeau, c'est son livre. Ou bien, si tu ne sais pas lire, alors un coussin avec son image. D'ailleurs, comment et à qui a bien pu venir l'idée de vendre un coussin avec sa propre image ? Il proposait simplement d'expulser tous les anti-Trump, tous les critiques de Trump, ou de les interner, ou de leur retirer la citoyenneté, ou de les expulser. En gros, dans tous les cas, il fallait s'occuper d'eux. Ils ont désormais commencé à écouter et à être attentifs, précisément parce que ce n'est pas qu'il soit une personne non croyante ou qu'il soit une personne grossière, mais parce que c'est une personne impuissante. Vous comprenez, les autorités peuvent tout pardonner, la grossièreté, l'impolitesse, tout, mais l'impuissance, on ne peut pas la pardonner au président. D'ailleurs, l'idée que Donald Trump ou Make America Great Again voulait être expulsé, régler les choses, enfin on va s'occuper de la cour, je comprends. Ou retirer la citoyenneté à tous ceux qui ont voté pour les démocrates, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est tellement paradoxal et idiot pour l'Amérique que seule une audience ukrainienne déjà endoctrinée peut avaler ça. Mais concernant l'impuissance de Donald Trump, je veux encore une fois me référer aux sources américaines. Mais maintenant, je vais citer un peu. Premièrement, en 5 mois, Donald Trump a réduit le passage de la frontière américano-mexicaine de 212 000 personnes par mois à moins de 8 000, c'est-à-dire de 96%. 96%. Pas mal pour un incapable, à mon avis. Deuxièmement, l'Asie et le Moyen-Orient se sont engagés à investir plus de 10 000 milliards dans l'économie américaine. Ils ont déjà investi 1 billion et 1/10 de billion. D'ailleurs, c'est à comparer avec 0 à l'époque de Biden. Troisièmement, 10 des plus grands géants de l'automobile construisent des usines aux États-Unis. Ils ont commencé à les construire après que Trump soit arrivé au pouvoir et ait annoncé sa nouvelle politique. Les semi-conducteurs de Taïwan transfèrent leur production aux États-Unis. 50% déplacent leurs usines de Chine vers les États-Unis. Eh bien, un président américain très stupide est complètement impuissant. Quatrièmement, les États-Unis ont commencé à extraire plus de pétrole que n'importe qui d'autre dans le monde, et cela en seulement 5 mois. Cinquièmement, des milliards de détournements de fonds ont été découverts sous Biden, et les dépenses des États-Unis ont été réduites d'1 trillion, parce que c'est ce que les fonctionnaires volaient. Trump est vraiment idiot. Oui, il aurait pu se joindre à eux et voler aussi, prendre des pots de vin comme le fait Poutine. Mais lui, il est idiot et il ne sait rien faire. 6e, l'Inde et le Pakistan se sont réconciliés et ont proposé Trump pour le prix Nobel de la paix. 7e, le Rwanda et le Congo ont mis fin à une guerre de 30 ans qui a fait 6 millions de morts. Et ils sont venus remercier Trump pour cela. On dirait qu'il y aura un autre Nobel. 8e, l'OTAN s'est renforcée. Et remercier Trump pour cela. Je ne veux pas passer l'heure ou les 2 prochaines à énumérer les réalisations de Trump, même pour ses 5000 premiers jours, le début de son 2e mandat. Mais nous faisons plus confiance à Bykov qu'à nos propres yeux, n'est-ce pas ? Dmitry Ivanovitch, en observant cette situation, je suis optimiste, peut-être à tort, surtout en ce moment, mais j'espère encore que c'est peut-être une opération spéciale de Trump et Zelensky. Eh bien, avec Israël, ils sont restés silencieux pendant 2 mois, puis ils ont frappé. Non, Alexandre, tu n'es pas un optimiste, tu es un emmerdeur. En fin de compte, rien de marquant ne s'est produit avec Israël, Sacha.
Ils ont fait 3 trous très impressionnants dans la montagne. Nous les avons vus grâce à la liaison satellite. J'ai l'impression, je commence à croire à cette publication de Felchtinsky, qu'il y a vraiment quelque chose contre lui, qu'il est entre les mains de Poutine, qu'il faut désormais célébrer la journée de l'indépendance dans une toute autre version. Il faut prouver son indépendance vis-à-vis de GBUK-HI. Apparemment, cet article, bien qu'il soit purement spéculatif, reposait tout de même sur certains faits. Et probablement, ils le tiennent vraiment. On ne peut pas dire qu'Israël le tient, même s'il a beaucoup d'électeurs juifs. Mais Poutine, apparemment, je suis loin de penser que c'est un agent Krasnov. Tout cela est inventé à cause d'une association trop simpliste avec le petit chaperon rouge. Tout est évident, mais le fait que, apparemment, la Russie ait certains leviers d'influence sur lui, j'ai bien peur que ce soit le cas. Vous savez, je suis fasciné par Bykov, un exemple de finesse d'esprit, de logique et d'une grâce toute particulière à la Bykov. Et cette émission, eh bien, c'est la conversation de Landemchenko et du book Bykov. Elle est intitulée comme suit « Poutine a uriné dans son slip et a giflé Trump ». C'est-à-dire, on peut supposer qu'il a d'abord uriné dans son slip, puis a giflé, ou bien qu'il a uriné dans son slip, l'a enlevé, puis a giflé, eh bien, c'est-à-dire, comme on dit, l'une des 3 options. Cela s'appelle le rituel tremble, l'Orient et l'Occident, refroidis-toi. Nous n'avons jamais entendu parler de cela, Gostia, en Russie. Trump a rassemblé des prostituées et les a forcées à uriner sur le lit d'Obama. Pour être honnête, j'ai moi-même eu froid dans le dos. Piranha, lui et son essence, c'est la tyrannie. Je le vois moi-même. Il doit y avoir une limite. La lutte, c'est une chose, mais là, c'est excessif. Essayez de le dire à voix haute. Il se promène au Kremlin, il va à la City, puis il fait venir des prostituées dans sa chambre, il les emmène au lit et leur dit « Site, basse-fit, c'est clair, un portail répugnant ». Il ne les a pas appelés un tas de fumier pour rien, mais qui, jusqu'à présent, aux États-Unis, avaient une imagination aussi puissante. Ni NTV, ni... Il y a en fait des règles du jeu. Imaginez cette bande de putains en train d'uriner sur le lit de Trump. Et où ? À Moscou, dans le pays des liens spirituels, où l'image du pouvoir est si belle et élégante. Moore a honte, Meryl Streep rougit, Stephen King fume à l'écart. En Russie, on ne craint pas les mots grossiers ni le mystère Dolkov. Mais je pense même que Dimitri Kiselev n'aurait pas pu inventer ça. La vérité a une particularité. On tente souvent de l'oublier. C'est logique, le mensonge, mais la vérité n'a pas de fond. Elle est brutale, sale et illogique. Et alors, comment une telle boche a-t-elle pu venir dans un cerveau aussi sale où tout est sombre et négligé ? Je suis enclin à croire que c'est la vérité. Voilà, j'ai enfin trouvé l'adresse. L'adresse de Bykov a été publiée dans une revue littéraire ou dans un certain magazine. La deuxième partie s'intitulait étrangement « Je suis des morceaux », mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas la modifier. Le sens, je ne l'ai pas changé. Le christianisme a été inventé par les Juifs. Le christianisme a été inventé par les Juifs. Uniquement dans le but d'égarer les autres peuples. C'est-à-dire qu'il est baptisé, comme il le dit lui-même, orthodoxe. Et tout de suite, il dit que ce sont les Juifs qui ont inventé le christianisme pour égarer les autres peuples. Mais lui, il n'a pas été égaré, il est plus intelligent. Une invention véritablement démoniaque. Eh bien, pour les chrétiens, un participant sérieux au festin, irrésistiblement attirant, comme toute secte apoplectique. Maintenant, il déclare que le christianisme est une secte. La pulsion de mort chez l'homme n'est pas moins forte que l'instinct de conservation. La pulsion de mort, c'est-à-dire que l'homme tend vers la mort. Aussi, si ce n'était pas moins fort que l'instinct de conservation, 50% des gens devraient se suicider, si cette pulsion est aussi forte que l'instinct de conservation. D'accord. Et le jeu sur cette passion sombre, latente, érotique. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a de l'érotisme dans la mort, tout à fait dans l'esprit du judaïsme.
Le christianisme est un leurre ingénieux lancé dans le monde. Maintenant, c'est déjà considéré comme tel par ceux qui sont baptisés, mais pas par vous. C'est-à-dire que les Juifs disent aux autres chrétiens qu'ils ont trompé. Les Juifs ont trompé ceux qui sont devenus chrétiens. Avec le but suivant, vous ne cherchez pas de trésors sur terre, et pendant ce temps, nous ramasserons leurs trésors. En d'autres termes, nous allons vous voler. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Mais qui donc nous a donné cette capacité de raconter de façon captivante en troublant l'esprit des autres ? Qui a fait des Juifs, de nous les Juifs, qui a fait des Juifs les véritables rois du journalisme ? Selon moi, il s'est maintenant rallié aux Juifs. Et cela ne fait-il pas partie du plan général ? Il parle probablement de Dieu. Je ressens quelque chose de similaire, une connexion entre Dieu et moi. C'est une transition, comme Dieu et moi, oui. Quand je me regarde dans le miroir, oh, à propos du miroir, j'y vois de moi, oh horreur. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est moi qui le dis. Maintenant, il est juif. Réfléchissez, réfléchissez, moi, je vais éduquer mes enfants russes nés d'une vraie sibérienne. Qui m'a donné ce désir de semer mes graines sur toujours plus de territoire? Qui me l'a donné? Les Juifs. Et tout de suite, je n'ai jamais aimé aucune Juive. Messieurs, c'est tout. Personnellement, je n'ai jamais discriminé les filles selon leur nationalité, leur âge, parfois leur apparence, leur odeur, leur culture ou leur caractère. Oui, il nous reste encore beaucoup à apprendre. Chez le taureau primé, Zilbertrud. Jusqu'à la prochaine fois.